Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à cette première Renault-session. Alors on est très heureux de pouvoir vous proposer cette rencontre entre anciens étudiants et étudiants actuels de l'ISVV sur le thème donc entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc moi je vais commencer par me présenter, je m'appelle Jimmy Herbert, donc je suis œnologue de la promotion 2011 et actuellement moi je travaille pour les vignerons de Tutiac. Donc c'est moi qui va réaliser l'animation de cet événement et pour ce faire je serai aidé d'Alexandre Potrier. Alexandre, tu veux dire un petit mot? Oui, bonsoir, Alexandre Potrier, œnologue pour les vignerons de Tutiac comme Jimmy et je fais partie de la commission étudiante, donc une petite commission qu'on a créée de toutes pièces pour faire le lien entre vous et l'association. Bonsoir Diala. Bonsoir tout le monde. Donc Diala, je te laisserai la parole dans quelques minutes. Donc ce soir, juste nous avons 4 invités. Donc c'est Twist Donadel qui est actuellement avec nous, mais depuis l'Italie, en Toscane. Cécile Rocher, là, qui n'est pas encore connectée, mais qui va arriver, qui sera depuis Montréal. Maëlys de la Borderie, qui est en Savoie, et Philippe Moreau, donc qui est à Bordeaux, mais qui dans son activité voyage beaucoup. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Pour le déroulé de la rencontre, donc d'abord chaque participant va se présenter, vous parler de son parcours. Ensuite, on échangera autour donc du thème Ancien monde, nouveau monde, et bien sûr pendant tous ces échanges, vous pourrez poser des questions, intervenir. On vous laissera la parole et il y aura un temps de questions à la fin. Avant de commencer, moi je vous propose juste de faire une petite prise en main du logiciel. Donc là, à l'écran, vous avez la scène virtuelle. Cette scène virtuelle affiche. Est-ce que tu peux couper ton micro parce qu'il y a de l'écho? Merci. Donc là, c'est cette scène virtuelle, vous pouvez nous voir. Donc à tout moment, on pourra vous inviter à venir participer, inviter temporairement sur la scène pour que vous puissiez poser vos questions. Concernant la réglementation du droit à l'image, donc on doit vous informer que l'événement est enregistré et filmé. Donc si vous ne souhaitez pas, bien sûr, si vous ne souhaitez pas être filmé ou entendu, il faut nous le préciser. Si vous voulez juste pas être vu, coupez votre caméra, mais vous pourrez quand même parler. Mais je vous invite vraiment à venir poser vos questions vous-même pour rendre vraiment la rencontre plus vivante et plus interactive. Voilà, donc, et ensuite, donc, certains ont déjà découvert sur la droite de votre écran, vous avez des onglets, donc un petit chat. Alors, ce chat va vous permettre d'interagir avec nous ce soir. Il va vous permettre donc de réagir à ce que vous entendrez. Vous pouvez envoyer toutes vos réactions, tout ce que vous souhaitez dire, et aussi poser vos questions. Pendant tout l'événement, donc Alexandre va suivre le chat. Donc là, je vois qu'il a déjà commencé. Donc, il va suivre le chat et dès qu'il y aura des remarques ou des questions intéressantes, il va nous les faire remonter. Et là, on vous proposera de venir sur scène pour participer. Voilà pour la petite prise en main. Et maintenant, je vais laisser la parole à Diala, donc la présidente de notre association, qui va vous dire quelques mots au nom de l'association. Merci beaucoup, Jimmy. Vous m'entendez? Tout va bien? C'est bon? Parfait. Écoutez, bonsoir à vous tous. Et cela me fait vraiment plaisir de vous retrouver, même derrière vos écrans. Bon, on peut rien, mais bon, c'est comme ça. Alors, je me présente. Je m'appelle Diala. Je suis œnologue de Bordeaux, promotion 2008. Du coup, c'est la promotion Lynch-Page. Et je suis présidente de l'association depuis décembre 2017. Au début, je remercie les membres de la commission Comet, étudiants Comet, Jimmy, Alexandre, Gauthier, ainsi que Marie-Hélène pour la concrétisation en fait de cette première œnosession. Je remercie les collègues aussi œnologues qui nous ont rejoints ce soir. Ils sont venus de Paris, de Savoie, de l'Italie, de Canada, afin de nous faire partager en fait leur expérience professionnelle. C'est vraiment une très très belle rencontre.
Sachant que c'est la première fois cette année que je m'adresse à vous, chers étudiants, il me semble assez important quand même que je présente très brièvement l'Association des œnologues de Bordeaux, qui est notre association, mais surtout la vôtre. L'association a vu le jour le 23 mai en 1966, c'est-à-dire c'est 11 ans après la création du diplôme national d'œnologue. À la base, cette association a été fondée par des chercheurs et les personnes qui ont été rattachées à la station œnologique à Bordeaux. Elle a réuni par la suite l'ensemble des alumni qui sont œnologues de Bordeaux. Et après, aujourd'hui, nous comptons à peu près 450 adhérents. Vous pouvez retrouver les coordonnées des 2700 œnologues qui sont diplômés de Bordeaux dans vos annuaires agenda que vous avez reçus en début d'année. Voilà, notre but ultime étant de rassembler les alumni autour des événements techniques, d'ateliers d'information, des dégustations thématiques, des soirées conviviales, un réseau important et des offres en fait d'emploi personnalisées. Nous travaillons au sein des commissions, la commission technique, de dégustation, de réseau, de communication, de vie associative, d'emploi et bien entendu la Comet qui est à votre service et qui est chargée en fait d'organiser le mentorat, des visites de terrain et d'autres événements comme par exemple la participation aussi au baptême de promotion. Après, si nous sommes ici ce soir, c'est vraiment pour vous, les étudiants. Nous réalisons vraiment les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, surtout des cours à distance, une vie étudiante vraiment décevante pour certains, solitaire pour d'autres, j'imagine, loin de l'euphorie d'une vie vraiment étudiante que vous espérez bien. Bref, ce que je peux vous dire en fait, c'est que vous n'êtes pas seul, vraiment, et que vous pouvez compter sur nous. Cette association est la vôtre avant tout. C'est à vous de participer à son présent et créer son avenir. Et nous sommes là pour vous venir en aide. Et pour cela, nous avons besoin de vous aussi. C'est pourquoi je vous exprime aujourd'hui notre volonté, et j'insiste, d'avoir une ou deux personnes, des volontaires qui viennent intégrer la commission des étudiants pour que cette dernière, en fait, puisse orienter ses actions dans l'attente, dans vos attentes. Voilà, pour répondre à vos attentes. Voilà. Sans trop tarder, je vous laisse profiter de cette rencontre, de cette première œno-session. Je remercie encore une fois tous ceux qui vont participer à la réussite de ce premier événement et je vous souhaite une très très bonne soirée à vous tous. Bon échange. Jimmy, c'est à toi. Merci Yala pour cette intervention. Du coup, moi, je vais laisser la scène à d'autres, ok? Merci beaucoup Yala. Si une petite précision avant de démarrer, Alexandre l'a déjà envoyé sur le chat, mais pendant la session, donc on va diffuser donc des questions et des sondages qui sont dans les onglets à côté du chat. Donc on vous le signalera quand on enverra les questions et les sondages, mais ce sera sympa si vous pouvez répondre en instantané, comme ça on aura les réponses et les statistiques, donc ça peut être assez sympa. Donc maintenant je vais laisser la parole donc à nos 4 invités. Et c'est Twiz qui va commencer par se présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Merci aux collègues pour m'avoir invité à ces rencontres. Je suis très contente. Merci. Je m'appelle Twiz Donadel. Je suis brésilienne. Et mon parcours dans le vin, il a commencé quand je faisais encore mes études de pharma. Donc, pendant les dernières années de mes études en pharma, j'ai eu l'opportunité de partir à Bordeaux pour faire un stage qui a duré pendant une année. Et j'ai réalisé ce stage chez AXA Millésime, donc un groupe qui a plusieurs châteaux. Donc, j'ai pu réaliser ce stage dans différents châteaux de ce groupe. À la fin de cette expérience, je suis rentrée au Brésil pour finir mes études. Et puis, une fois que j'étais diplômée, j'ai enchaîné alors avec le DNO à Bordeaux. Une fois que j'ai fini mon DNO à Bordeaux, comme j'avais déjà 3 vendanges en France, donc 2 à Bordeaux et 1 dans la vallée du Rhône, j'ai décidé de commencer à faire des petites expériences ailleurs. Donc, la première que j'ai fait ailleurs, c'était aux États-Unis, donc à Sonoma Valley en Californie. Et puis, après cela, je suis partie en Argentine pour faire un stage dans un petit domaine à Mendoza. Et ensuite, j'avais très forte envie de réaliser une expérience dans un domaine en biodynamie.
Donc, pourquoi pas l'Italie? Et c'était quand j'ai eu l'opportunité de faire donc une vendange au domaine Avignonesi à Montepulciano, en Toscane. Et cette expérience s'est très bien passée. À la fin de mon stage, les propriétaires m'ont invité de rester au domaine en tant que responsable recherche et développement. Donc, depuis 2015, je suis sur ce poste et je suis aussi responsable pour le commerce de nos vins au Brésil. Voilà, donc ça, c'est le petit résumé de mon parcours. Je profite de mon petit dernière 30 secondes pour vous encourager fortement à partir ailleurs pour faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, d'apprendre d'autres langues. Ça, c'est tellement enrichissant pour vos compétences. Voilà, je suis là pour répondre après à vos questions. Merci beaucoup. Je passe la parole au prochain invité. Merci, Alors, Louise. c'est à mon tour. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Maëlys de la Borderie. Je suis œnologue de la promotion 2011 à la faculté de Bordeaux. Alors, mon parcours, rapidement, après avoir réalisé un bac scientifique, pour moi, c'était une évidence de travailler dans l'agriculture. Mais je n'étais pas encore décidée vraiment dans quelle branche. J'ai donc fait un DUT de chimie à Lyon. Je suis originaire du Beaujolais, voilà, pour la petite histoire. Donc, j'ai accompli un DUT de chimie à Lyon, où j'ai pu réaliser des stages déjà dans l'œnologie, puisque c'est un domaine qui m'attirait beaucoup. Donc, je suis partie en Champagne et pour moi, ça a été une évidence. Pendant ces 2 ans de chimie, l'œnologie n'allait pas s'arrêter là, donc j'avais envie d'aller plus loin. J'ai donc réalisé ma 3e année de licence de chimie à l'étranger, en Écosse. Et à mon retour, j'ai donc intégré l'école d'œnologie de Bordeaux en 2009. Je suis donc diplômée depuis 2011 et suite à ça, j'ai eu la forte envie de partir à l'étranger pour réaliser plusieurs vinifications dans différentes régions du monde. À savoir, j'ai commencé par une vinification en Oregon dans un petit domaine en biodynamie. Suite à ça, je suis allée en Nouvelle-Zélande où là, j'ai changé d'échelle volontairement. J'ai intégré une très grosse winery dans l'île du Nord. Suite à cela, je suis retournée en France et réalisé une vinification dans les Côtes-Rôties. Puis enfin, je me suis envolée pour le Chili pour accomplir une dernière vendange, je dirais, à l'étranger sur ces 2 années. Et à mon retour de Chili, voilà, j'avais envie de me poser un peu mes bagages et de commencer à avoir un peu plus de responsabilités. Et c'est avec une grande chance que j'ai commencé au Château La Lagune en septembre 2013, donc en appellation au Médoc. Et ce, jusqu'à exactement il y a 1 mois, puisque j'en suis partie pour changer complètement de région et je suis actuellement en Savoie, dans un petit domaine familial. Depuis 2 semaines, j'ai attaqué là-bas. Donc, comme tourisme, on aura l'occasion de le dire et de le redire. On vous encourage vraiment fortement à aller faire vos armes à l'étranger. Il y a beaucoup de choses à apprendre, une ouverture certaine quand on revient dans la région qui nous appelle à notre tour. Mais bon, tout ça va être alimenté par notre discussion de ce soir. Voilà. Et merci donc à l'association d'avoir organisé cette rencontre. On pense bien à vous tous, les étudiants, puisqu'on sait bien que ces 2 années de DNO, nous, on les a vécues vraiment d'une façon très sympathique. Et on espère que vous allez vivre différemment, mais on pense bien à vous tous. Donc, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Merci Maëlys. On va laisser la parole à Philippe. Alors, bonsoir à tous. Je n'ai pas mis la caméra parce que je suis sur un réseau un peu fragile, donc j'essaie d'économiser. C'est pas pour pas qu'on me voit, mais c'est parce que j'essaie de maintenir la connexion comme il faut. J'espère que ça va tenir. Alors, donc je m'appelle Philippe Moureau. Je suis un vieil étudiant puisque je suis sorti de la promotion en 89. D'ailleurs, pour vous rassurer, à l'époque, c'était la guerre du Golfe
En 91, tout le vignoble de Bordeaux a gelé. Il y avait une crise en 92 terrible. Bon, je pense qu'à chaque époque, ça tombe jamais parfaitement bien. Donc, il faut surtout pas se décourager. Il faut surtout avoir envie de découvrir les choses. C'est le plus important. Donc, mon premier travail, je l'ai fait dans la région, juste à côté, puisque j'avais mon stage à l'époque au château Carbonieux, qui m'ont gardé, et j'y suis resté une dizaine d'années. À la suite de ça, j'ai rencontré un autre groupe qui s'appelle le groupe Roderer, qui sont des Champenois, qui venait d'investir dans le Bordelais. Et donc, j'ai pris la responsabilité de leur propriété à l'époque à Saint-Estèphe, dans le nord du Médoc, donc toujours dans le Bordelais. J'y suis resté en définitive, je pense y rester pareil une dizaine d'années, mais j'y suis resté 17 ans. Et après 17 années, j'avais envie de découvrir autre chose. Alors j'ai commencé par faire un peu de monter une société de consulting. Et puis j'ai été contacté par le groupe LVMH qui m'ont proposé un poste à l'étranger, en Argentine. Donc c'était un challenge un peu compliqué parce que quand on a pas loin de 50 ans, on hésite toujours. Mais j'y suis allé passer un mois et je suis revenu enthousiaste. Et donc je suis parti et je suis resté là-bas 6 ans. Voilà. Et aujourd'hui, parce que il y avait d'autres opportunités dans le groupe. Je suis donc consultant pour le groupe sur l'ensemble des propriétés qu'il possède et je vais être basé aux États-Unis à partir du moment où ça sera possible, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà. Donc pour reconstruire une winery qui a entièrement brûlé l'année dernière au mois de septembre durant les incendies. Voilà donc le parcours. Pas tout à fait logique, puisque la plupart des expatriations se font plutôt quand on est jeune. Mais bon, à un moment donné, j'étais disponible, je pouvais partir et je le regrette absolument pas. Voilà, donc je vous parlerai de l'Argentine un peu plus tard, je pense. Merci beaucoup, Philippe, pour ce retour d'expérience. On va laisser maintenant la parole à Cécile. Cécile, tu as ton micro coupé. Oui, vas-y Cécile, on t'entend, je crois là. Oui, bon. Oui, c'est bon, c'est parfait. désolée, moi, j'ai des petits problèmes de connexion. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à l'association surtout d'avoir proposé cette belle action. Moi, je pense vraiment que le réseautage et le fait de rencontrer des personnes dans le vin, des passionnés, ça reste vraiment, vraiment fondamental, en fait, surtout dans notre domaine. Donc moi, je m'appelle Cécile Rocher, je suis originaire du Poitou-Charentes. Rien ne me destinait à travailler dans le vin. J'ai un parcours académique un petit peu différent. Donc, je suis passée par une formation en classe préparatoire, BCPST, donc à Poitiers. Ensuite, j'ai intégré l'école l'ENITA donc de Bordeaux et j'ai eu la chance d'être prise en double formation en DNO. Donc, j'ai gradué en 2011 également. J'ai réalisé quelques stages et quelques expériences en fait dans la vinification. Donc en France, dans le Bordelais, je suis partie après aux États-Unis, en Oregon, et puis au Chili également, en Italie aussi pendant quelques mois. Et puis moi, je me suis dirigée en fait dans le commerce des vins et spiritueux. Donc j'ai réalisé un master spécialisé en commerce des vins et spiritueux à Bordeaux, à l'école Cage. Et je suis sortie en fait en 2014. Et depuis, en fait, j'ai travaillé dans des entreprises à but commercial, donc au sein d'un bureau de courtage à Bordeaux. Et puis, soif de l'étranger, je suis repartie, j'ai pris mes valises et je me suis expatriée aux États-Unis, où j'ai réalisé un VIE en tant qu'ambassadrice de marque pour le château Larose-Trintodon, donc à Bordeaux. J'y suis restée 2 ans et ensuite, suite à cette expérience-là, j'ai eu l'opportunité avec une entreprise américaine de venir m'installer au Canada.
Et donc, ça fait 4 ans que je travaille à Montréal. Et j'ai récemment changé de travail. Je suis chef de marque aujourd'hui pour une agence en fait, de distribution d'alcool en fait, ici au Québec, sur un marché monopolistique, et je m'occupe du développement du portefeuille italien et américain. Merci Cécile. Donc, on peut voir vraiment, là vous avez des parcours assez intéressants et très différents, et ça c'est vrai que c'est riche, comme on peut voir 4 étudiants, enfin 4 anciens étudiants et le chemin réalisé pendant toutes ces années, donc c'est vraiment intéressant. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu l'échange autour donc de notre thème de l'ancien au nouveau monde, avec donc la première question que j'ai en tête, en fait, pour vous, qu'est-ce qu'évoque cet ancien ou ce nouveau monde? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, et qui est l'ancien, qui est le nouveau, et où il est, quoi, voilà. Alors peut-être Philippe, tu peux peut-être commencer à répondre et nous donner quelques éléments de réponse. Bon, oui, écoutez, bon, le nouveau monde, l'ancien monde, bon, c'est vrai que c'est une vision liée bien sûr à l'histoire. Aujourd'hui, effectivement, on a quand même des différences importantes, je pense, dans la manière d'aborder les marques, d'aborder la façon de travailler, rien que déjà la méthodologie avec des 27 pages. Mais je pense que la chose la plus différente pour moi, qui m'a paru vraiment évidente, c'est l'organisation des bodegas, enfin l'organisation industrielle des vins. Disons que la petite propriété existe également, mais la majorité des propriétés sont des gros groupes ou des grosses unités. Bon, pour prendre l'exemple de l'Argentine, c'est quand même pas rare de trouver des unités qui produisent entre 2 et 10 millions de cols. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que, par exemple, les petites propriétés que l'on rencontre en France et puis bien sûr en Europe en général. Voilà, donc ça c'est peut-être un handicap pour les vins européens, mais en même temps, j'ai constaté qu'il y avait aussi cette recherche d'évolution vers des terroirs très précis. Donc, au fond, petit à petit, on sent revenir au niveau des appellations, enfin des grandes unités comme ça, la volonté de vraiment de faire des vins enfin, avec des origines très précises. La notion d'AOC presque, et même la notion de village, pour moi, je la vois arriver. Alors après, bon, ça complique un peu la lisibilité pour les clients lambda, c'est un peu ce qui complique les choses. Mais pour les grands amateurs, en tout cas, quand on veut construire des belles marques de vins de prestige, eux, ils sont très friands de tout ça. Bon, en tout cas, ce que j'ai vu aussi, c'est que dans le Nouveau Monde, en tout cas en Argentine, Chili ou en tout cas l'Amérique du Sud que j'ai visité davantage, il y avait une découverte des terroirs. Il y a pas, tout n'a pas été exploré, heureusement, donc ça fait qu'il y a du boulot encore. Et donc, en fait, ils n'ont peur de rien. Moi, quand j'étais en Argentine, on a planté des vignes à 1600 mètres d'altitude. Moi, raisonnablement, en tant que bon Européen moyen, je disais, mais c'est pas raisonnable, 1600 mètres, vous vous rendez compte? Alors, d'une part, c'était compliqué parce qu'il fallait aller dans la montagne, mais bon, ils ont peur de rien, ils l'ont fait. Et effectivement, après l'avoir fait, on a découvert des zones avec des typicités très, très, très marquées. Bon, après, c'est très compliqué parce que il faut, d'abord, c'est des climats extrêmes, hein. Bon, l'idée, c'est quand même d'aller rechercher la fraîcheur, surtout en Argentine. Enfin, à partir d'une certaine altitude, les saisons sont très courtes. C'est-à-dire que le gel de fin d'hiver peut Il semblerait que
Philippe a un petit problème de connexion. Est-ce qu'une de vous trois veut ajouter ou compléter un petit peu ce que Philippe était en train de dire? Ok, voilà. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'a de nouveau, ouais. Vas-y. Ah bon, voilà. Voilà, donc je pense que c'est surtout ça qui est le plus important. Bon, après, oui, ce sont des explorateurs. Moi, j'ai été toujours surpris des idées que je trouvais un peu farfelues, mais bon, c'est bien. À la fin, il y a de bonnes idées. Voilà, et ça, c'est, je pense, ce qui est intéressant de découvrir. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc je me pose toujours les questions. Est-ce que si on va dans tel ou tel endroit ou si on fait ça, on va être capable de fabriquer tous les ans, parce que c'est pas le coup de le faire une fois, des vins qui vont être capables de en quantité suffisante pour faire des marques. Parce que si on fait ça une fois tous les 10 ans, ça n'a pas d'intérêt. Alors, c'est juste intéressant pour quand on fait de la recherche, mais pour développer de marques, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, alors bon, c'est intéressant parce qu'on travaille sur tous les cépages, parce qu'ils se cherchent aussi au niveau des cépages. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur tous les cépages. Alors le Malbec, bien sûr, parce que c'est le cépage de l'Argentine, mais tous les autres cépages, bien sûr, alors les plus connus, Cabernet Chardonnay, mais les Pinots, enfin, tous les cépages qui peuvent exister sont essayés. Et bon, c'est très intéressant à titre personnel. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Après, évidemment, le fait de s'expatrier, c'est quelque chose d'extraordinaire. On rencontre beaucoup de monde. On apprend la langue, parce que je savais pas parler espagnol, moi, quand je suis parti là-bas. Donc, j'ai appris très vite. Et puis, on apprend à s'intégrer. On se met à la place de ceux qui arrivent de l'étranger, qui s'installent en France. Mais c'est bien. Ça fait prendre du recul sur les choses. Voilà. Donc, c'est ce que je peux, je pense, vous dire de plus intéressant sur le nouveau monde. Alors, merci Philippe. Merci Philippe déjà pour ces éléments. Est-ce que l'une d'entre vous veut compléter sur ce sujet ou compléter les propos de Philippe? Oui, vas-y Maëlys, vas-y. Ouais. Alors, c'était un peu pour rebondir sur ce que Philippe a pu exprimer lors du début de son intervention. Il est vrai que je suis tout à fait d'accord que nous ne retrouvons pas forcément dans les différentes contrées où je suis allée, du moins, hein, cette notion de petits vignobles, les vignobles familiaux historiques, où on a toujours cultivé de la vigne de père en fils, etc., et qui représentent une énorme richesse pour nos vignobles français, je crois. Cependant, je pense particulièrement à l'Afrique du Sud, où j'ai eu la chance d'aller vinifier là-bas en 2018. J'ai été frappée de la motivation et de l'entrain qu'il y avait entre finalement les jeunes winemakers, alors c'est des œnologues ou pas, les jeunes vinificateurs, voilà, de la gamme, de la tranche d'âge, on va dire 30-45 ans, qui se mettent vraiment ensemble pour déguster, évoluer, tout en fait, si vous voulez, essayant d'atteindre ce qui pour eux est le Graal, c'est-à-dire les vignobles français. Et il y a une émergence, enfin une énergie pour moi qui m'a vraiment marquée, et parce qu'ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas l'historique de toute notre histoire, de nos cépages, de notre recul, de nos terroirs. Donc ils savent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est incroyable. Moi, j'ai rencontré plusieurs winemakers, mais qui connaissent la Bourgogne, mais comme leur terroir, en fait, qui connaissent bien mieux les classifications de Bordeaux, qui parfois peuvent être compliquées pour des non-bordelais. Et ça, c'est pour moi un point qui m'a frappé vraiment à ce niveau-là. Vraiment, l'énergie de tous ces winemakers que j'ai pu aussi retrouver en Nouvelle-Zélande, hein, ils ont soif d'aller vers l'image, en tout cas, qu'ils ont de nos vignobles, que ce soit bordelais, mais français en général. Et quelque part, ça met un peu la pression quand on est face à eux et qu'on est français, diplômé de Bordeaux. On se dit, bah mince, ils connaissent presque mieux que moi, en fait, et c'est assez rigolo. Alors, ça va certainement venir un peu plus tard dans notre échange, mais voilà, quelle est l'image à l'étranger de la France, des terroirs et de nos vignobles? Bah, elle est assez incroyable, en fait, hein. C'est vrai que pour eux, la France représente beaucoup et comme un exemple. Voilà. C'était tout. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire à ce moment-là.
Ben, moi, je peux vous répondre. Par exemple, dans le vignoble où j'étais, donc à Cheval des Ormes, terrasse 67, qui est à Mendoza, ben, il faut écrire assez tôt parce que il y a quand même une petite logistique à organiser. Mais bon, tous les ans, depuis que j'étais là-bas, j'ai toujours eu des stagiaires étrangers, pas que français. J'ai eu des Américains, des gens un peu partout. Mais ce qu'il faut, c'est de toute façon anticiper parce qu'il y a quand même pas mal de démarches à faire, d'organisation, pour que les gens que l'on accueille soient dans de bonnes conditions de logement. Voilà. Après, la difficulté qu'on avait, c'est que ils étaient payés en pesos argentins. Alors pour vivre là-bas, ça va, mais si c'est pour ramener un peu d'économie en Europe, bon, ça, faut pas le faire, quoi. Si vous y allez avec une vision financière, c'est pas la peine. Cela dit, vous découvrirez de très très belles choses, et puis surtout les gens, parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Oui, vas-y Cécile, t'écoute. Après, si je peux compléter, c'est sûr que moi, je vais redire pareil que les autres. L'expérience à l'étranger, elle est vraiment enrichissante. Elle vous permet de prendre du recul aussi sur la chance qu'on a d'être français, d'avoir vraiment un patrimoine et un héritage qui est très fort. Et le fait de partir, en fait, moi, ça m'a animée depuis très, très longtemps. C'est vraiment, ça vous permet en fait d'ouvrir les yeux, de venir vous enrichir au niveau de d'autres méthodes de travail aussi. Et après, si votre but, c'est de revenir dans l'entreprise familiale, vous avez déjà votre domaine familial où vous voulez revenir en France, riche d'une autre manière en fait de voir les choses, de travailler, c'est vraiment... je vous pousserai aussi pareil à le faire. Pour candidater, chose qui peut être intéressante, c'est vraiment d'utiliser la plateforme de l'association des œnologues de Bordeaux. Vous pouvez vous aider aussi avec les coordonnées en fait ou les missions pour les œnologues actifs de l'association qui mettent leur poste à jour. N'hésitez pas à commencer par ça déjà pour voir si y a un attrait, si une personne que vous pouvez voir dans le document en fait habite à l'étranger, travaille dans une région qui vous plairait ou qui voilà. Et après vous aider aussi notamment des nouvelles plateformes avec LinkedIn. Vous pouvez avoir accès aux différents lieux de stage, nos expériences professionnelles. Donc étant conscient que vous êtes chez vous, vous êtes plutôt isolé avec la Covid, essayez vraiment de vous aider des outils existants. Et puis après, vous pouvez écrire, comme disait Philippe, au domaine pour pouvoir faire des demandes de stage. Oui, juste, je comprends tout à fait ce qu'on dit, Maëlys et Cécile. Bon, pour moi qui ai fait ma carrière, pratiquement l'essentiel de ma carrière à Bordeaux, je pense que partir n'est pas forcément synonyme de réussite ou de job extraordinaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet de prendre beaucoup de recul, de se rendre compte que on est quand même dans un pays où on a beaucoup de chance, hein, où on a un patrimoine viticole extraordinaire et puis on a des avantages énormes dans l'organisation de la vie en général. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi parce que quand on revient, on est beaucoup plus mûr. Vous voyez, même quand on part, quand on aime, on mûrit encore. Quoi, tous les jours, on peut avancer. Voilà. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse là sur les sondages là qui sont en cours. Donc la première, donc là les sondages, hein, vous pouvez y accéder donc dans les onglets en haut à droite de votre écran. Alors le premier sondage, avez-vous l'intention de vous exporter après votre diplôme? Alors pour le moment, le oui à 75%, non à 25%, donc ça l'emporte très largement. Et la deuxième question lancée, bon là les réponses sont en cours. Mais alors pour le moment, Amérique du Sud, c'est 25%, Amérique du Nord, 22%, Asie, 4%. C'est vrai que ça paraît moins évident, l'Asie, il n'y a pas encore beaucoup de vignobles, mais ça commence, notamment en Inde. Océanie, 28%, et Europe, 18%. Donc voilà, c'est déjà intéressant de voir que beaucoup d'étudiants ont envie de
de partir ou d'avoir une expérience. C'est vrai qu'avec le Covid, là, pour le moment, les horizons sont un peu bouchés, mais il faut espérer et se dire que bientôt, ce sera possible et je pense que bientôt, ce sera possible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de ce thème, c'était rêver un peu et amener un petit peu d'espoir. On va passer peut-être… Une autre question, Jimmy, aussi, oui, c'est si éventuellement nos amis de l'étranger pouvaient conseiller pour eux les meilleures régions pour justement se faire une expérience totalement différente de ce qu'on pourront vivre en France. Ouais, c'est long comme réponse, mais tout dépend où vous voulez partir, c'est sûr. Mais vous voyez, comme moi, je peux travailler… Ça fait 4 ans que je travaille sur les vignobles américains. Comme disait Philippe, il y a vraiment une recherche en fait de plus en plus qualitative d'essayer vraiment de déterminer des terroirs précis. On a de plus en plus de créations d'appellations d'origine contrôlée qu'on appelle des AVA pour vraiment venir en fait, comme disait Maëlys, il y a une soif vraiment d'atteindre une perfection et d'atteindre vraiment le niveau des vignobles européens d'avoir cette légitimité, entre guillemets. Donc après, moi, je vous pousserais vraiment beaucoup à faire des recherches, en fait, par rapport à ce qu'il se passe. Honnêtement, on a beaucoup d'outils d'information aujourd'hui, que ce soit Instagram, LinkedIn, vous avez aussi Google qui est une mine d'or. Vous tapez 20 États-Unis, meilleure région, ça aide déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appellations aujourd'hui, que ce soit en Argentine avec la Patagonie, qui est vraiment une région magnifique et qui commence à faire des vins de très haute qualité. Les États-Unis, en Oregon, on le connaît depuis 10-15 ans, mais il y a vraiment la vallée de Sonoma Valley aussi et la vallée de Santa Barbara qui commence vraiment à pousser la qualité au niveau des chardonnays et des pinots noirs. Pour ma part, je suis à Montréal, donc comme j'espère que vous n'entendez pas trop mon accent, mais au Québec, dans la vallée de Niagara, en Ontario, dans la vallée de Vancouver aussi, au Okanagan Valley, il y a vraiment un dynamisme en fait voilà dans la production de vin. Et d'ailleurs, là il y a une étudiante en fait qui s'appelle Julie en première année de DNO avec qui j'étais en contact et j'ai réussi à pouvoir l'aider à trouver un stage ici au Québec. Donc voilà, il y a essayer de faire le maximum de recherches par vous-même. Après, encore une fois, le mentoring, moi, je suis vraiment pour ça. J'ai eu la chance d'avoir une marraine qui m'a vraiment aidée et puis essayer par… Voilà, il y a des salons aussi en ligne qui sont réalisés par différentes associations dans le monde viticole. Donc, essayez vraiment de faire des recherches. Vous dire que vous n'êtes pas tout seul, qu'on est là vraiment pour vous aider et vous aiguiller. Et voilà. Oui, vas-y Maëlys, on t'écoute. Merci. Moi, c'était plus pour revenir un peu au débat Ancien Monde, Nouveau Monde. Je voulais simplement vous dire que quand on m'a proposé d'intervenir sur ce sujet, j'étais ravie, mais j'ai été un peu déboussolée, puisque pour moi, Ancien Monde, Nouveau Monde, il est vrai qu'il y a 10 ans, c'était une évidence, voilà, hémisphère nord, hémisphère sud. Et avec mon recul, voilà, par mes 8 années passées au Château La Lagune, par mes différentes virées dans tous ces pays, donc hémisphère nord, hémisphère sud, ben, j'avoue que pour moi, ce débat n'est pas si évident parce que pour moi, il n'existe plus. Et alors oui, on peut parler hémisphère nord, hémisphère sud. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est un débat, donc je n'ai pas la réponse. Mais c'est moins évident qu'il y a quelques années et que peut-être vous vous imaginez, dans le sens où à l'étranger, dans des régions viticoles type, enfin, voilà, encore une fois, les gros vignobles hein, que vous connaissez, ou en tout cas dont vous avez entendu parler tous, les technologies sont de pointe aujourd'hui, la recherche est là, et quand on pense aux universités type de Davis ou d'autres en Australie, etc., le level, enfin le niveau, il est vraiment très haut. Donc pour moi, Ancien Monde, Nouveau Monde, c'est un peu compliqué de le définir. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais c'est beaucoup moins évident aujourd'hui pour moi ce débat en fait. Je parle plus hémisphère nord, hémisphère sud,
Et encore une fois, oui, il est vraiment très important, je pense, en tant qu'œnologue, d'aller faire ses armes à l'étranger. Alors, à vous de choisir les régions, mais attention, je me permets aussi de... Je ne suis pas bordelaise et je me permets de dire attention à l'image des grands crus, des primeurs, etc., que on entend évidemment beaucoup parler, et encore plus au DNO Bordeaux. Attention à cette image, il y a d'autres vignobles, et c'est pas parce qu'on étudie à Bordeaux qu'il faut absolument aller en Californie, parce que Bordeaux égale Californie, le monde un peu, voilà, où tout brille, tout est beau. Alors oui, ça va être sympathique, ça c'est sûr, et il y a des très très bons vins, mais il faut s'ouvrir et aller dans d'autres régions. Et voilà, je voulais juste apporter cette petite touche également sur mon vécu. Alors si vous pouvez compléter, peut-être Twiz, ouais, je vois que tu as envie d'intervenir. Voilà. Et non, je voulais donc juste compléter, parce que tout ce que vous dites, c'est vrai et je suis d'accord. Je voulais juste compléter donc ce qu'elle disait Cécile, de rechercher, de faire ses recherches de l'endroit où on a envie de partir. Et moi, je me permets aussi de dire que la recherche, ok, on va essayer de trouver un endroit où on va apprendre le plus, nouvelles techniques ou nouvelles choses, etc. Ou même pas. Enfin, on va se concentrer sur l'aspect technique de notre choix, mais je conseille aussi quand même de faire un choix sur quelque chose d'autre, une culture que vous plaît, une langue que vous avez envie d'apprendre, enfin une cuisine que vous aimeriez bien exploiter, parce que oui, bien sûr, c'est très bien et c'est le but de faire l'expérience, mais il faut aussi que ce soit une expérience personnelle pour vous, enfin, et que ça se passe de la meilleure façon pour que vous gardiez un bon souvenir, soit du travail et au dehors du travail aussi. On nous demande d'expliquer ce qu'est un VIE. Oui, alors du coup, en fait, c'est un programme qui est proposé par le gouvernement français. Donc, ça s'appelle un volontariat international à l'étranger. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le site web qui s'appelle cvweb.com. Donc, en gros, c'est un contrat qui est réalisé. En fait, c'est un programme qui est proposé pour toutes les entreprises françaises qui veulent se développer à l'étranger. Et c'est vraiment pas que dans l'agroalimentaire, mais c'est dans tout domaine. Ça peut être dans la banque, dans la pharmaceutique, dans l'agroalimentaire, enfin voilà. Et donc, du coup, les entreprises qui ont des satellites ou des antennes ou qui veulent se développer à l'étranger proposent à des étudiants. Donc, vous devez avoir, il y a certaines conditions là, mais vous devez avoir maximum 29 ans pour pouvoir partir. Et on vous propose en fait une mission d'expatrié d'une durée variable en fait entre 6 mois à 2 ans, tout dépendant le pays où vous voulez partir. Après, voilà, vous avez la chance en fait d'avoir le statut d'expatrié, mais de dépendre toujours de la France. Donc, vous touchez un salaire qui est en euros, adapté bien sûr à la vie, en fait, au niveau de vie du pays où vous partez. Et en général, en fait, ce sont des créations de postes dans le but en fait de l'entreprise de pouvoir se développer. Donc voilà. Donc moi j'ai fait ça dans le cadre d'un développement des ventes et d'images en fait d'une propriété viticole bordelaise. C'était effectivement une création de poste. Il faisait vraiment Ah, Cécile, ton micro est coupé. Il faudrait que tu le réactives. On dirait que Cécile a un petit problème de connexion. Cécile? Bon. Je peux continuer le temps qu'elle revienne. Là, je vois une question pour moi où on me demande comment passe-t-on de l'image Château Grand Cru à l'industrie argentine. C'est comme quand on est dans une Mercedes et qu'on monte dans une grosse remorque. Voilà, on change. Bon, pour vous donner une idée, je suis passé d'un vignoble de centaines d'hectares à Pauillac à un vignoble de 2000 hectares. Voilà, on s'adapte. On s'adapte et on n'est pas tout seul.
on a quand même beaucoup de gens autour de nous. Et ça, c'est vraiment important de savoir créer ces liens quand on travaille. Et puis, vous savez, là, dans la vie, on fait plein de rencontres. Et c'est ça qui en fait, change souvent notre vie. Les bonnes rencontres. Voilà, on fait des mauvaises, mais on en fait beaucoup de bonnes. Voilà. Donc, c'est, je pense, cette chose. Et après, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Maëlys, là, Bordeaux, pour reprendre, puisque moi je viens de Bordeaux, Bordeaux a une très 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 belle image à l'étranger. Il y a bien qu'en France, on n'a pas une belle image. Hein. Bordeaux a une très très bonne image, pas que Bordeaux d'ailleurs, la Bourgogne, la France en général, les pays d'Europe aussi, mais honnêtement, l'université de Bordeaux a un prestige important. Voilà. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'organismes, enfin, d'autres universités de recherche très performantes, hein, on le sait. Ce qu'il y a de certain, c'est que par rapport à l'Amérique du Nord, l'Argentine, l'Amérique du Sud, un peu moins peut-être le Chili, mais plus l'Argentine, c'est quand même des pays encore sauvages. Il y a encore plein de choses à faire. C'est très grand, il y a plein de terroirs à exploiter, et puis l'organisation sur place fait que c'est un petit peu moins carré que dans d'autres pays. Voilà. Donc il y a peut-être un petit peu plus de choses à découvrir dans des pays comme ça, en dehors bien sûr de tout l'aspect humain et touristique. Là aussi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est vraiment important de choisir le pays où on veut aller avec quand même à côté une envie d'apprendre la langue, de visiter le pays. C'est sûr que quand on va en Argentine, on vit pas comme quand on va aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Voilà, donc il faut avoir envie. Si on a envie de vivre à l'américaine, il faut aller aux États-Unis ou dans des pays qui ressemblent. Voilà, donc c'est un peu comment dirais-je, l'Argentine, c'est vraiment très attachant justement à cause de ça. C'est pas très carré quoi. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. Moi, j'aurais une question à vous poser plus sur peut-être sur les aspects un peu plus techniques, donc que ce soit de la viticulture, de la vinification. Et donc, au cours de vos expériences, est-ce que vous avez pu voir donc des différences importantes, que ce soit au niveau de la conduite des vignobles, c'est-à-dire le mode de culture, que ce soit bio, biodynamique, conventionnel, mais aussi éventuellement les techniques, c'est-à-dire la taille, le palissage ou l'irrigation. Et idem pour ce qui est un peu des pratiques œnologiques, parce que souvent on entend dire que les pays du Nouveau Monde ont beaucoup plus de liberté, ont droit à beaucoup plus de techniques que les pays où il y a des cahiers des charges assez stricts, notamment par les AOC. Donc voilà, est-ce que vous avez vu des différences clés? Qu'est-ce que vous avez pu voir de différent techniquement dans vos expériences à l'étranger? Bon, ça, moi, sur ça, je peux donner mon avis. Hein. Alors, je pense que il y a des règles hein, dans tous les pays, en tout cas tous ceux que j'ai visités, il y a des règles. Bon, après, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens pour contrôler que les règles sont appliquées. Ça, c'est un peu plus compliqué dans certains pays. Donc, effectivement, il y a des petites dérives par moment, mais bon, des malins, il y en a partout. Hein. De toute façon, ce qu'il y a de sûr, c'est que, bon, moi, par exemple, quand j'étais en Argentine, j'ai fait venir une société italienne qui s'appelle Simoni Tencierch, qui s'occupe de particulièrement de la taille, puisque bon, le gros travail, il était effectivement pour moi, enfin à mon avis, c'était sur les vignobles, voilà. Et bon, ils ont exporté leur savoir-faire du monde entier et de l'Italie bien sûr et de ce qu'ils ont fait en France, mais dans toute l'Europe, aux États-Unis, voilà. Après, tous ces sujets-là, c'est des problèmes liés à des problèmes de coûts. Voilà, c'est sûr que et puis de coût et puis de volonté de vouloir faire des produits très haut de gamme. Donc voilà. Après, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'irrigation. Alors, en Argentine, bien sûr, c'est nécessaire, indispensable. Sans irrigation, il n'y aurait pas de vin.
Voilà, bon, eux, ils ont la chance d'avoir les Andes, où il y avait de l'eau. Il y en a de moins en moins, hein, parce que, comme partout, l'eau se raréfie. Et donc, il faut savoir l'économiser et la gérer au mieux. Mais s'il n'y avait pas cette eau, il n'y aurait pas de vin. Voilà, l'Argentine, c'est un pays où il y a vraiment 25 ans d'histoire sur le vin. Avant, il y avait une culture, puisque c'est les Espagnols qui l'ont importé il y a 400 ans. Mais en fait, c'était vraiment très local. Il n'y avait pas de travail. Aujourd'hui, vraiment, en 20 ans, ils ont fait des progrès énormes et ils vont en faire beaucoup là, dans les années à venir. Je pense qu'il y aura besoin de beaucoup de monde pour les accompagner. Voilà, donc si vous sortez de Bordeaux, je pense que ils sont en vie. Après, bien sûr, la condition pour que les choses se passent bien, c'est de rester humble. Ça, c'est la condition numéro 1, parce que quand on est chez les autres, on s'adapte à leur vie et pas l'inverse. Donc, c'est important. Mais ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs et en plus, ils aiment beaucoup la France. Ils sont très francophiles. Les Argentins, ils aiment bien sûr encore plus l'Italie, hein, parce qu'ils sont quand même à 80% italiens, mais c'est un pays, bon, je pense que c'est le plus européen des pays d'Amérique du Sud. Mais j'ai visité beaucoup le Chili, j'ai retrouvé pas mal d'amis là qui avaient fait piano de Bordeaux, qui travaillaient là-bas au Chili. C'est un petit peu plus carré là-bas parce que il y a une influence américaine beaucoup plus importante. Mais c'est pareil, ils découvrent plein de choses encore et ce sont des pays extraordinaires. Voilà. Alors, je vais avoir deux questions. Déjà, en premier, est-ce que vous avez ressenti un espèce de frein avec la langue? Est-ce que pour vous, le fait de ne pas parler une langue, ça peut empêcher d'aller travailler ailleurs? Et ensuite, est-ce que c'est pas mal vu d'enchaîner plein de petites expériences avant de retourner chez soi ou de continuer à l'étranger éventuellement? Je peux? Oui, vas-y, t'écoute. Alors, je pense que la langue, il ne faut pas du tout faire peur. Enfin, je pense que quand on a envie, on apprend et de toute façon, l'important, c'est de transmettre une information si on peut faire de manière claire ou pas en parlant couramment la langue, mais l'important, c'est de se faire comprendre. Donc, je pense que si on parle des langues qui restent quand même des langues latines, au bout de 3-4 mois, on fait les oreilles. Enfin, les mots, elles se ressemblent, donc il ne faut pas avoir peur parce que c'est une petite barrière au début, mais ça ne doit pas être plus une barrière autant grande au bout de 3-4 mois. Après, je trouve aussi, si vous partez dans un pays anglophone, l'anglais, c'est la langue qu'on apprend à l'école, même si à ce moment-là, qu'on n'est pas encore parti, qu'on n'est pas fluent, ben, ça va venir très vite parce que les bases, on a déjà fait. Donc, bon, après, si on veut partir de la Moselle et apprendre l'allemand, peut-être ça va mettre un petit peu plus de temps. On va commencer à comprendre les premières phrases quand ce sera peut-être la fin du stage, mais c'est jamais impossible. Je trouve que aussi on est des êtres humains. Hein, à la fin, on arrive à se communiquer, d'une manière ou l'autre. Si vous parlez pas allemand, ben, l'allemand il parle anglais ou il parle un petit peu notre langue latine. Enfin, je pense que l'important c'est toujours d'avoir envie. Quand on a envie et que on est motivé, de toute façon les choses elles se passent assez tout seul. Voilà. Et donc il faut absolument pas avoir peur d'une langue que vous connaissez pas, absolument pas. Et puis l'autre question, c'était si on enchaîne les expériences ou pas. Je vais continuer, hein, je profite. Allez, vas-y. Moi, dans mon cas, moi j'ai fini le DNO, j'avais déjà 28 ans. Donc je me trouvais déjà vieille parce que j'avais déjà un parcours assez long de pharma, etc. Mais quand même, je me suis dit, je vais continuer à faire des expériences jusqu'à ce que je ne trouve pas une offre de travail qui m'intéresse. Et je mets pas de barrières géographiques. Donc, ça pourrait être en Argentine, ça pourrait être aux États-Unis. Enfin, après, voilà, moi, personnellement, j'avais choisi
quand même de ne plus rester aux États-Unis, enfin juste pour faire l'expérience et puis retourner dans des autres endroits. Mais voilà, pour moi, de mon expérience, c'était ça. J'ai continué à faire jusqu'à ce que j'avais trouvé un bon contrat, une bonne opportunité pour un premier boulot à long terme après toutes ces expériences et après le déno. Voilà, donc pour moi, ça a été comme ça. Et là, pour continuer, moi, je vais vous donner mon cas. Moi, je ne parlais pas du tout, mais alors pas du tout espagnol. Je savais dire gracias et cervezas. Donc, c'est tout ce que je savais dire. À peu près. Voilà, en 3 mois, j'ai appris à parler espagnol. Donc, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué, les réunions de 2 ou 3 heures en espagnol pendant les 3 premiers mois. Mais bon, mais j'ai enregistré mon téléphone et puis le soir, j'ai bossé chez moi. Hein. Et c'est comme ça, là, j'ai travaillé très, très vite, j'ai appris la langue. Et puis après, bien sûr, je ne suis pas resté enfermé chez moi. Je suis sorti, j'ai rencontré du monde. Et bon, très, très vite, effectivement, l'oreille se fait, et pourtant, bon, je le reprécise, j'avais pas 25 ans. Hein. Donc, voilà. Et puis, partout dans le monde, on parle anglais. Donc, il y a bien qu'en France qu'on parle pas bien anglais. Partout ailleurs, les gens parlent bien anglais. Donc, du coup, on peut quand même communiquer en anglais, même si c'était pas forcément facile non plus pour moi, mais enfin, c'était un peu plus simple que l'espagnol. Voilà. Oui, vas-y Cécile, ouais, t'écoutes. Mais si je peux juste rajouter au point de Twiz et Philippe, vous êtes jeunes, il ne faut pas avoir de peur. La vie, elle est trop courte, donc il faut faire des choses, il faut profiter et surtout, comme disait Twiz, c'est vrai, il faut, si vous êtes attiré par, par l'Amérique latine parce que vous aimez la culture hispanique, vous avez envie d'aller découvrir les gros asados, la danse, etc. Enfin voilà, il faut s'écouter et surtout se réaliser dans son travail et au niveau personnel. C'est ça qui est important. Et il n'y a pas de parcours type. Vraiment pas. Moi, voilà, je voulais vraiment maîtriser tout, de la production jusqu'à la commercialisation, pour me dire un jour, eh ben voilà, j'ai eu la chance de découvrir tout ce monde vraiment grand par les études, par les différentes rencontres que j'ai faites. C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Si on m'avait dit un jour que je serais ici au Québec, que je me suis spécialisée dans la sommellerie aussi ces dernières années, je n'y aurais jamais cru. Donc, il ne faut vraiment pas avoir de peur. Certes, écoutez pas trop la télé en ce moment, faites des choses pour vous. Si vous avez des rêves, il faut vraiment s'y accrocher. Il faut se donner, ça c'est sûr. Il n'y a rien sans rien. Le travail paye toujours. Et c'est ça qui est important. Donc, faites des choix pour vous. Ne vous dites pas, il faut mieux faire ci, il faut mieux faire ça. C'est vrai qu'en France, on a une tendance assez fâcheuse de se raccrocher vraiment au pouvoir historique des études, voilà, et tout ça. Mais vous allez voir, si vous partez à l'étranger, vous verrez, les gens sont très, très ouverts. Vous allez rencontrer des personnes et ça va vous amener ailleurs. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur et il faut rentrer dedans, quoi. Faut faire des choses et il faut vivre ses rêves. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et si vous travaillez et que vous vous donnez les moyens, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Cécile, il y a une question d'Antoine qui souhaiterait avoir plus de détails sur ton expérience chez un courtier et voudrait savoir ce que ça a pu t'apporter, voilà, ce que tu as pu en retirer. Ok. Oui, tout à fait. Donc, du coup, je travaillais pour un courtier qui est dans les top 5, je pense, de la place de Bordeaux. Donc, on a parlé des grands prix tout à l'heure. Effectivement. Allô? Tu peux le citer? Pour le bureau de courtage. Oui, bureau de courtage No Media, donc détenu par Yann Gestin. Donc, j'y ai travaillé, si vous voulez, dans le cadre de mon MVS en école de commerce. Donc, j'ai commencé comme stagiaire et j'y suis restée à peu près quasiment 2 ans. Donc, moi, j'étais vraiment là dans le but, en fait, d'aider au niveau management, en fait, d'essayer de passer d'une organisation horizontale à une organisation beaucoup plus pyramidale, avec la taille de l'entreprise qui augmentait, les changements aussi connus sur la place de Bordeaux aujourd'hui, le changement du métier de courtier qui est vraiment, se développe vraiment
plus vers un rôle de consultant, en fait, de conseiller. Moi, ce que ça m'a permis, en fait, ça m'a vraiment permis de découvrir le monde bordelais que je connaissais très peu, même si j'avais fait mes études, je ne suis pas originaire de Bordeaux. Donc voilà, donc une grande connaissance au niveau de toute l'historique, en fait, des vignobles de la région bordelaise, des classements dont parlait Maëlys, de l'histoire des familles aussi, l'acquisition des différents domaines, différentes problématiques de production. Parce que je travaillais autant avec des petits vignobles familiaux sur des appellations satellites, donc un petit peu moins connues, et sur de l'appellation Bordeaux classique. Et aussi, voilà, je côtoyais Cheval Blanc, des grands crus de ce monde. Ça m'a vraiment apporté, c'est ça, ce côté négociation, commercialisation, le côté aussi... j'ai pu déguster vraiment des produits de partout, en fait, du Bordelais. Donc, une certaine ouverture d'esprit, une grande connaissance de la région de Bordeaux et avec toutes ces typicités qui est riche. Et c'est vrai que Bordeaux, voilà, on parle du Bordeaux bashing aujourd'hui, mais à l'étranger, il y a quand même une très, très forte... voilà, Bordeaux parle à tout le monde, quoi. Il y a vraiment une très belle image à l'étranger. Et c'est important, en fait, de pouvoir multiplier, vraiment passer dans différents types de propriétés viticoles, en fait. Je pense que tout le monde l'a dit dans nous quatre, en fait. C'est important peut-être d'aller travailler dans une maison prestigieuse, mais aussi une petite maison familiale. Moi, quand je suis partie au Chili, c'est vraiment là où j'ai appris à vinifier. Je me suis retrouvée du jour au lendemain où je blablatais espagnol, mais pareil, j'étais pas bilingue du tout. Et puis, il y avait très peu de moyens. Donc c'est comme ça que j'ai appris justement à penser par moi-même, à essayer de trouver des solutions avec les moyens du bord. Et ça a été, pour moi en tout cas, une des expériences les plus riches au niveau œnologique et aussi du suivi viticole. J'ai un peu bifurqué, pardonnez-moi. Alors, il y a une autre question, c'est quel poste as-tu occupé après ton diplôme directement à l'étranger? Tu veux dire après le VIE? Ouais, ton premier poste officiel avec voilà. Ouais. Ok. Du coup, donc j'ai réalisé mon VIE en tant qu'ambassadrice de marque et puis ensuite je suis rentrée quelques mois pour finaliser mes papiers pour partir au Canada. Et donc, je suis devenue spécialiste vin pour une agence qui s'appelle Breakthrough, une agence de distribution nationale. Donc, j'avais une casquette qui était assez vaste. En fait, je travaillais pour une agence j'arrivais au Canada pour pouvoir démarrer l'activité vin dans une agence qui distribuait que des spiritueux. Donc voilà. Moi, j'avais Oui, vas-y, Maëlys. Ah, remets ton micro. Là, je crois que c'est bon. C'était pour revenir un peu sur la question d'enchaîner plusieurs expériences. Est-ce que c'est un peu dangereux quand on revient en France pour chercher un poste avec plus ou moins de responsabilités? Je dirais que notre CV, il s'étoffe quand même avec ces expériences d'ouverture, de l'apprentissage de certaines langues qui n'est pas négligeable. Moi, sur mes plusieurs années passées au Château La Lagune, j'ai reçu énormément d'étrangers, que ce soit des simples touristes, aux journalistes ou critiques de vin, mais des quatre coins du monde. Je peux vous assurer que se sentir un peu à l'aise en anglais ou en espagnol, ça aide beaucoup de monde et ça, je pense que c'est un gros point positif. Moi, quand j'ai décidé de partir au Chili, un peu comme Philippe, je connaissais Gracias et Cerveza. Donc, ça a été un peu compliqué, pour être honnête, les débuts. Surtout que le chilien, c'est pas non plus l'espagnol. Donc,
voilà, c'est avec un patois du coin, mais autour d'un petit verre de vin ou quand on est dans le jus pendant les vendanges, remontage, on apprend vite comment ça se dit, etc. Et au bout d'un mois, on se fait comprendre, on comprend un petit peu. Voilà, faut se jeter à l'eau et ça vaut vraiment la peine. Et encore une fois, entre humains, on arrive toujours à se comprendre. Mais je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui d'avoir l'anglais. Ça, c'est une évidence. Et de plus en plus, on nous demande une troisième langue. Donc, si c'est pas l'espagnol, ça peut être l'italien, le portugais. Certains ont la chance d'apprendre le chinois. Mine de rien, c'est une langue aussi qui va devenir très importante dans le milieu du vin, je crois. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. C'est quand on est jeune qu'il faut le faire. Je pense que si vous avez l'occasion, allez-y. Et même si vous partez pour plusieurs expériences pendant 2, 3, 4 ans, vous enchaînez plusieurs vinifications comme on a pu le faire nous 4, eh ben c'est super, c'est que du bénéf. Et avec justement des techniques ou des procédés qui sont pas forcément, sans parler d'autorisés ou quoi, mais sinon pratiqués en France, de l'avoir vu à l'étranger vous apporte quand même une ouverture lorsque vous êtes en poste et vous dites ah oui c'est vrai, on avait fait comme ça, est-ce que je peux peut-être faire différemment, voilà, ça apporte quand même une certaine ouverture. Dans un chai, dans un endroit qui a toujours travaillé de la même façon, vous arrivez avec la fraîcheur de l'œnologue qui est parti à l'étranger voir bourlinguer à droite à gauche. Et alors certes, lors d'un entretien, il faut se vendre en expliquant pourquoi on a enchaîné plusieurs expériences, mais n'ayez pas peur. Honnêtement, si vous êtes sûr de vous, si vous avez confiance en vous et que vous êtes motivé, ça vaut le coup. Donc, allez-y et voilà. Le métier d'œnologue, le diplôme d'œnologue, je dirais, permet d'accéder à plusieurs métiers qui sont très vastes et qui sont complémentaires. Donc, c'est la chance aussi de ce diplôme, je pense, de ne pas être que dans une case. On peut être en production, en conseil ou faire comme Cécile, se spécialiser plus dans la partie commerciale. Et je pense que c'est super enrichissant aujourd'hui dans ce monde-là. Oui, et avec Gracias et Cervezas en Amérique du Sud, on tient une semaine. Et, juste une chose pour continuer sur ce que disait Maëlys. Bon, moi, c'est vrai que je l'ai pas précisé. J'ai fait une formation après le DNO à l'ENITA sur la gestionnaire de domaine viticole, qui m'a pas permis de devenir un comptable ou un gestionnaire, mais qui m'a permis surtout de bien comprendre dans les groupes où j'ai travaillé certaines choses, certaines préoccupations, donc en fait ça nous a permis de nous comprendre plus facilement et plus vite, notamment au niveau juridique, fiscal, tous les sujets qu'un technicien n'a pas forcément en tête en sortant de l'université de Bordeaux, en tout cas d'un diplôme de technicien. Donc ça m'a beaucoup aidé et même jusqu'à maintenant. Et après, j'ai également pas mal de formations en management parce que la progression, au fond, carrière, en tant qu'énologue, là j'ai eu des postes de direction technique. En fait, c'est du management, beaucoup de management. Et je pense que c'est très important d'avoir une bonne approche de ce travail parce que sinon ça fonctionne pas, quoi. Voilà, ça fonctionne pas. Si l'objectif c'est que les gens travaillent en équipe et pour travailler en équipe, il y a des petites règles à respecter. Et ça, je pense que c'est un complément d'études aussi important. Alors, si on se dirige vers des professions où on travaille plutôt seul, c'est pas utile. Mais si on se dirige vers des professions où on doit encadrer beaucoup de monde, et dans mon cas, c'était du personnel, c'était du vigneron au cadre supérieur, et puis aussi les échanges qu'on doit avoir avec les propriétaires ou les actionnaires. Évidemment, il faut avoir quand même des notions importantes pour le personnel de management et pour les gens qui vous emploient, des notions juridiques, fiscales, comptables, pour pouvoir discuter avec eux et se comprendre. Voilà.
Donc c'est intéressant là tout ce que vous avez dit. On peut voir vraiment qu'on peut avoir plusieurs vies œnologiques hein, en tant qu'œnologue avec des expériences variées. Ça c'est hyper intéressant. Et moi je voulais juste participer sur la question est-ce qu'on peut multiplier les expériences. Je pense que c'est bien de le faire et autant le faire à la sortie de son diplôme parce que c'est là où on est dans une phase de vie aussi où on n'a pas encore d'enfants, pas forcément de conjoint stable et c'est, je pense, le moment idéal justement de prendre son sac à dos et de partir parce qu'une fois qu'on est pris un petit peu dans, on va dire, le tourbillon de la vie et qu'on commence à avoir des responsabilités, c'est quand même moins évident de pouvoir sauter le pas. Donc, voilà, il ne faut pas forcément vouloir trouver un CDI en France trop vite. Il faut oser partir et oser faire des choses un peu audacieuses tant qu'on peut, quoi. Et tant qu'on est jeune et tant qu'on n'a pas trop de responsabilités. Ouais, pour continuer sur ce que tu dis, bon, moi je prends mon cas, ça a été compliqué. J'ai eu des enfants, une femme, une vie de famille. On part moins facilement à 4 ou 5 que tout seul. Hein. Voilà. Alors après, je me suis retrouvé tout seul, mes enfants intégrants, ma femme est partie, donc j'ai pu partir. Du coup, c'est qui m'a permis de voyager. Mais c'est beaucoup plus simple, effectivement, parce que quand on est jeune, effectivement, on n'a pas tout ça à gérer. Et donc, c'est sûr que moi, ça serait à refaire. Peut-être que je partirais plus jeune et je pense que j'irai explorer les choses plus jeune parce que après, ça peut être plus compliqué. Voilà. Alors, moi, là, je reviens sur une question qui avait été posée par Decho. Alors, c'est plus d'ordre technique, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des cépages autochtones dans les pays où vous avez travaillé ou est-ce que c'était majoritairement des cépages français et d'ailleurs, si c'était surtout des cépages français ou on va dire internationaux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une forme de standardisation ou est-ce que chaque vin se distingue un peu à sa façon sur des terroirs différents? Moi, j'ai travaillé sur quelques cépages autochtones, mais en fait, ce qui était surtout particulier en Argentine, c'est qu'ils sont plantés, la plupart des cépages sont plantés francs de pied. Donc, on n'a pas les porte-greffes. Ça a été fait comme ça. Bon, à mon avis, c'était pas forcément. Il y a eu du phylloxéra également là-bas. Cela dit, je pense que la plupart des sociétés travaillent sur parce que les cépages sont devenus des marques. Voilà, donc on vend du Cabernet Sauvignon, on vend du Merlot, on vend du Malbec. Voilà, mais moi j'étais très attentif quand je trouvais les cépages autochtones à garder les vignes quand il y en avait, comme je l'ai fait d'ailleurs à Bordeaux parce que c'est toujours intéressant de garder ça et de faire des collections. Bon, après c'est une histoire de moyens et de place, mais je pense que oui, il faut garder tout ça. Ça c'est une richesse et en plus on apprend beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un élément là, sur ce sujet ou... Oui, vas-y, Twiz. Non, c'est juste pour dire, bon, en Italie, oui, les cépages autochtones, voilà, enfin, on y travaille. Bien sûr qu'il y en a aussi les cépages bordelais, surtout ici en Toscane, que c'était vraiment à la mode de porter les cépages français dans les années 80, 70, 80, etc. Bon, maintenant, on essaye quand même de faire le chemin contraire pour bien respecter justement ce qu'on a ici et qui c'est très joli. Et voilà, c'est tout un travail de valorisation aussi des cépages qu'on a ici. Oui, tout à fait. Si je peux ajouter, moi, je travaille vraiment à commercialiser des vins de partout en Italie. Donc, à ton point, oui, c'est vrai que je goûte des cépages que je ne connaissais pas du tout. Donc, tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je travaille du Chiava, donc qui est un cépage très proche du Pinot Noir, mais avec une très faible extraction. Donc, on a vraiment un jus très, très clair qui est avec peu d'antioxydants et du coup, et de couleurs.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, suite à un peu l'homogénéisation des vins qu'on a eu dans certaines années, il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a cette mode et puis ce retour aussi en arrière d'anciennes pratiques, de valoriser les terroirs d'antan. On le voit aussi dans les techniques viticoles avec les cuvées en amphore, l'utilisation aussi des cuves, toutes les pratiques aussi qu'on retrouve aujourd'hui, mais on n'invente rien en fait. On reprend des choses qui étaient faites dans les pratiques biodynamiques. Twiz pourrait parler, parce qu'Avignonésie est vraiment en train de partir dans cette direction-là aussi. Les vins nature, on entend aussi les pratiques de vins sans soufre ajoutés, etc. Donc il y a un réel retour aussi. Une réelle volonté aussi, et puis de la part du consommateur aussi, on le voit aussi dans l'agroalimentaire, de revenir à ça. Aujourd'hui, pour la personne qui a posé la question de cépages autochtones, tu pourras te renseigner, mais il y a un gros travail qui est réalisé en Suisse en ce moment par, il faudrait que je retrouve le contact, mais il y a une personne qui s'occupe en fait vraiment de collecter en fait tous les cépages autochtones du monde entier, et c'est une étude qui va prendre plusieurs années. Et voilà, donc ça peut t'intéresser si tu pars dans cette optique-là. C'est vrai que moi, dans mes souvenirs, quand j'étais, il y a 10 ans, quand j'étais étudiant en DNO, ce qui était exotique, c'était de goûter finalement un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande ou du Chili. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un retour du coup à des variétés moins connues. Et que maintenant, ce qui est exotique, ça va être plutôt de goûter un 100% prunelard ou un 100% petit courbu dans le Jurançon. Enfin voilà, essayer de trouver des vins un peu rares ou des vins un peu atypiques. Est-ce que vous avez pu voir cette tendance se développer, alors, que ce soit en Europe ou même à l'étranger, hein, d'ailleurs? Est-ce qu'on sort un petit peu de ces cépages internationaux? Oui, vas-y, Twiz. Oui, donc voilà, donc c'est en Italie, je pense que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, et Cécile aussi, enfin c'est vraiment un peu l'effort pour retourner en arrière. Il y a aussi encore un petit les petites barrières de cahier de charge, parce que les cahiers de charge quand même ils peuvent petit à petit être plus stricts justement avec ces cépages qui sont pas autochtones de chez nous. Donc il y a un gros travail à faire, pas que sur le cépage, mais aussi sur les demandes de vieillissement dans les bois, etc. Donc voilà, c'est très long, mais il y a un effort de plus en plus de producteurs de changer un petit peu ça. Oui, vas-y. Oui, pour ajouter un petit mot, en effet, je pense qu'il y a quelques années, Bordeaux et la France étant tellement un exemple, une référence pour les vins à l'étranger, il a fallu faire du Sauvignon blanc, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de la Syrah, voilà, pour essayer d'atteindre ce niveau-là et cette référence tant espérée à l'étranger. Mais en effet, je pense qu'il y a une remise en cause. En tout cas, il y a tellement de concurrence puisque tout le monde va faire de la Shiraz aujourd'hui ou du Cab Sauv qu'il a fallu quand même revenir au terroir. Et j'ai l'impression qu'ils comprennent que la notion de terroir est quand même très importante. Alors oui, on a beau avoir ces cépages partout dans le monde, on peut avoir des typicités bien différentes par rapport au terroir, donc le sol, l'humain bien sûr, et puis la climatologie. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en effet, la standardisation dont on parle depuis quelques années, je ne sais pas ce que Philippe en pense, mais peut-être qu'elle évolue vers un mieux, justement, où chacun va essayer de développer son propre terroir et sa propre définition du Cabernet, la propre définition du Merlot, puisqu'il n'y a pas une vérité finalement. Oui, moi je suis d'accord. Moi, je sais que, bon, comme j'avais quand même l'expérience de travailler beaucoup sur les Cabernet Sauvignon, il est clair que quand je suis arrivé en Argentine, que j'ai goûté leur Cabernet Sauvignon,
Bon, c'est pas ce qui m'a fait rêver. Hein. Alors, ils avaient le Cabernet Sauvignon parce que c'est effectivement c'est un cépage connu dans le monde entier et qui est synonyme de grand vin. Donc, et alors là, en fait, moi, je me suis beaucoup amusé parce que, en fait, ce que j'ai surtout cherché, c'était à essayer de retrouver l'expression la plus noble du Cabernet Sauvignon. Alors, c'est pas facile, hein, quand on est en Argentine, c'est pas vraiment le cépage idéal. Hein. Mais ben, on a travaillé beaucoup sur le régime hydrique, donc l'irrigation. On a travaillé beaucoup sur les modalités de taille. On a travaillé bien sûr beaucoup sur le travail au vignoble. Et voilà, bon, après, quand on arrive à travailler vraiment sur le fond, on arrive à faire des expressions très, très intéressantes quand même. Alors, différentes, c'est sûr, mais on sort quand même des pyrazines et des choses comme ça. Et on retrouve des cabernets avec un peu de couleur, que les premiers que j'ai goûtés, ils étaient clairs et ils étaient végétaux. Mais bon, là-bas, ils aimaient ça. Ils trouvaient ça plutôt sympa. Bon, moi, ça m'a pas emballé, quoi. Et on a fait pareil sur le Malbec, qui est le cépage emblématique de l'Argentine, et qui a une expression complètement différente de celle que l'on connaît en Europe. Hein. Enfin, en tout cas, ici, du côté de Cahors, comme ça, c'est complètement différent. D'abord parce que je pense que le climat y est beaucoup, et aussi ils étaient francs de pied. Voilà. Et même là-bas, donc les expressions du Malbec étaient très différentes selon les situations, les types de sol. Voilà. Et après, évidemment, toujours pareil, le travail essentiel s'est fait dans la gestion du régime hydrique, quoi, parce qu'ils avaient tendance à ouvrir un peu le robinet, quoi. C'est tentant. Quand on fait de l'irrigation, d'ouvrir un peu le robinet, ça fait un peu plus de raisin, ça fait un peu plus de jus. Voilà, donc on a travaillé dessus, mais moi, quand je suis tombé sur des vignes avec des cépages locaux, quelques petits cépages qui étaient locaux, bien sûr que j'ai gardé ça et on a essayé de travailler là-dedans. On a travaillé d'abord à faire des sélections massales pour essayer de récupérer parce que voilà, ça y est, j'avais trouvé des vignes de plus de 100 ans. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça. J'étais au Chili aussi, où ils travaillaient sur des cépages, des vieux cépages, des vignes qui avaient plus de 100 ans. Et on s'est amusé à faire des vins avec tous ces vieux cépages. Et c'était très intéressant. Voilà. Mais je pense que même s'il n'y a pas forcément des cépages, des vieux cépages dans certains pays du Nouveau Monde, en tout cas, l'expression qu'on peut essayer de leur donner sur les cépages classiques, déjà, le travail qu'on peut faire là-dessus est vraiment très intéressant. Alors, vous avez tous beaucoup parlé de la volonté des nouveaux pays producteurs vraiment d'atteindre le niveau des vins français ou italiens, enfin des vins européens, des vins des anciens pays producteurs. Est-ce que vous pensez que donc ces pays vont réussir à rattraper notre niveau de qualité ou à nous dépasser? Ou même est-ce que ce n'est pas déjà fait dans certaines zones? Moi, je peux rajouter un truc sur ce que tu dis là. Pour moi, ce que j'ai goûté dans pas mal de pays, j'ai trouvé des vins de qualité équivalente à ce qu'on fait en Europe. Hein, il n'y a aucun problème. Par contre, ils n'avaient pas la notoriété. Ils n'avaient pas la notoriété parce que la force des marques en Europe, c'est l'histoire. Et que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un château Margaux, un château Yquem ou un Clos des Lambray ou voilà ou un Romanée Conti. Voilà. Après, l'expression n'est pas la même. On n'est pas quand on compare les vins, l'expression n'est pas la même, mais le niveau qualitatif aux États-Unis, partout. Enfin, je veux dire, moi, j'ai goûté des vins incroyables. Par contre, ils étaient un peu moins connus. Mais par contre, notamment les Américains, la preuve en est la Napa. Hein, ils ont fait. Moi, j'ai connu la Napa quand ça a commencé. J'y avais été quand j'étais tout jeune. Quand j'y suis retourné ces dernières années, je peux vous dire, j'ai été sacrément surpris de voir le chemin parcouru. Et ce qu'ils ont fait de cette région, incroyable. Moi, si je peux rajouter un point avec Philippe, moi, j'ai eu la chance de goûter des vins d'un peu dans le monde. En Australie, c'est pareil. J'ai découvert des vins de la vallée de McLaren Vale qui sont juste magnifiques. Je pense qu'il faut arrêter aussi la comparaison en fait entre, comme on disait, l'ancien monde, le nouveau monde. Il s'avère il y a des très beaux vins qui sont. En fait, la conclusion aujourd'hui, je pense en 2020-2021, c'est qu'il y a des très beaux vins qui sont faits partout dans le monde entier. Donc, on va trouver des vins en Hongrie, en Géorgie aujourd'hui qui apportent
d'autres visions en fait de la vinification, de leur notion de terroir, certes. Et puis la Géorgie, c'est un pays producteur de vin depuis la nuit des temps. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut. Ce qui est beau dans notre métier, dans notre domaine, c'est qu'on a vraiment une grande richesse, on a une grande diversité de pratiques, d'histoire, de terroir, de goût aussi. Donc je pense qu'il faut un peu arrêter avec cette comparaison et de vouloir en fait atteindre la qualité La Bourgogne, c'est la Bourgogne. Je veux dire, Château-le-Pin, il n'y en a qu'un et il n'y en aura qu'un. La Romanée-Conti, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui se passent dans le monde du vin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi chez nous. Hein. En France, il y a cette nouvelle génération de producteurs qui font bouger les choses dans des régions qui n'étaient pas aussi fortes que la Bourgogne et le Bordelais, donc dans le Val-de-Loire, dans le Languedoc. Aujourd'hui, les vins du Jura, moi je vous dis, sur le marché ici, on ne trouve pas ça en dessous de $50. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Moi, je peux parler du côté surtout produit, mais c'est vrai que certes, les producteurs dits du Nouveau Monde n'ont pas l'historique, mais ils ont su vraiment s'adapter, à trouver des moyens de communication. Maëlys disait quelque chose, elle touchait du doigt quelque chose sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure. En Afrique du Sud, lors de son échange, en fait, quand elle a été là-bas, elle parle de quelque chose de très important, que cette nouvelle génération de winemakers travaille ensemble, en fait. Ils dégustent ensemble, ils parlent ensemble de ce qu'ils ont, en fait, comme résultat, et pour essayer vraiment de s'améliorer en groupe. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui manque en France, surtout dans des régions qui sont traditionnelles. Et on a toujours eu l'existence forte d'un patrimoine historique, etc. Moi, c'est ce que je vois aussi dans tous les voyages que j'ai pu faire et encore aujourd'hui avec les producteurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir accès à des vins du monde entier grâce au monopole avec lequel je travaille. Mais aujourd'hui, c'est ça. Les vins du Nouveau Monde ont su s'adapter en termes aussi de commercialisation, de packaging, de mise en valeur de produits. Ils ont aussi moins de pression dans le sens où, comme il n'y a pas d'historique, ils peuvent ils n'ont pas les mêmes contraintes que des vignobles européens, comme disait Twiz aussi, par rapport au cahier des charges aussi. Ça, c'est quelque chose qui, parfois, je ne vais pas lancer le débat, mais c'est vrai que on pourrait en parler pendant des heures. Le poids du cahier des charges, est-ce qu'on s'installe dans un vignoble et puis on se dit, bah non, moi, je vois qu'il y a ça comme potentiel, je peux faire de la magnifique Syrah, mais c'est pas dans le cahier des charges. Et puis, tu sais, vendre ton vin en IGT. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Beaucoup de jeunes vignerons, des jeunes œnologues sont en train de changer beaucoup de choses. Et ça, on le voit au niveau mondial. Donc, je pense qu'il faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Comme je disais, un Château-le-Pin, il n'y en a qu'un. Et je pense qu'il faut bouger. Faut être curieux. La curiosité, ça aide beaucoup. Et puis se nourrir, en fait, de toute cette diversité. Et voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'étranger pour mettre en valeur les produits. Et on fait des très beaux produits aussi chez nous. Donc voilà, il faut se nourrir de ça et puis essayer d'arrêter de comparer les vins entre les autres, mais les prendre vraiment pour ce qu'ils sont, d'où ils viennent, comment ils sont faits et qui sont les personnes derrière le vin. Oui, vas-y Maëlys, on t'écoute. Oui, pour rebondir un peu là-dessus, moi je me pose la question, on parle beaucoup de Bordeaux bashing, on voit la difficulté aujourd'hui de la production bordelaise qui a du mal à, voilà, en plus avec la Covid par-dessus, qui a du mal à s'écouler. Justement, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage? On s'est comment dire, conforté dans notre siège de Bordelais, d'image qui à l'étranger représentait encore une fois un exemple et le Graal à atteindre, mais puisque à l'étranger ils ont cette énergie que j'ai l'impression qu'on a du mal à rattraper. Est-ce que voilà cette balance, est-ce qu'elle n'est pas arrivée à l'équilibre, voire est-ce que justement Bordeaux souffre de cet historique qui a du mal à repartir? Est-ce que c'est pas trop tard? Moi, j'ai eu quelques débats comme ça avec des collègues. Est-ce que c'est pas trop tard aujourd'hui? C'est triste d'en arriver là, quoi. Est-ce qu'il faut pas redorer l'image, changer, faire évoluer tout ce qui est réglementation au niveau des syndicats, des ODG?
il n'est pas trop tard, moi je ne le pense pas, mais il faut agir, je pense, pour redorer peut-être cette image, pour relancer les ventes. Et puis, parce que c'est malheureux de voir tous ces chais aujourd'hui pleins de vin, de très bons vins, mais qui ont du mal à s'écouler. Alors attention aussi à la notion des prix. C'est vrai que moi, encore une fois, je suis complètement d'accord avec Cécile qui souligne le fait que ce n'est plus comparable. Il faut arrêter de comparer le Cabernet Sauvignon de tel pays avec celui de Bordeaux. Moi, j'ai goûté je me souviens d'un Pinot Noir de Central Otago en Nouvelle-Zélande, mais sublime, de Pinot Noir en Oregon, délicieux, de Sangiovese. Enfin, j'ai plusieurs exemples comme ça qui font que si c'est 3 fois moins cher et parce qu'il faut aussi à un moment donné parler du prix, et très bon, oui, je vais plutôt me tourner vers ces produits. Donc voilà, moi c'était juste un peu cette remarque. J'espère que Bordeaux va vite relancer la machine et réaliser que les jeunes sont là aussi. Vous êtes là, les étudiants, donc c'est à vous aussi d'apporter votre fraîcheur, votre jeunesse et la volonté que le vignoble continue à aller toujours de l'avant, parce qu'aujourd'hui, on fait du vin dans le monde entier. Donc, il y a de la concurrence et ça, il faut l'avoir en tête, je crois. Alors, juste petite parenthèse là, sur les sondages en cours. Là, pour le moment, sur la question dans quel secteur pensez-vous vous orienter après votre diplôme? Donc, la production, c'est quand même 90%, le commerce, 6% et la recherche, 4%. Et quel type de sujet aimeriez-vous aborder lors de la prochaine? Ah non, ça c'est encore, mais après, autre question posée. Oui, quel type de sujet aimeriez-vous aborder à la prochaine session? Technique 51%, commerce 24%, recherche et développement 24%. Donc on voit que chez les étudiants, quand même la production vient en première place dans les objectifs de carrière, moins dans un premier temps. Oui, là, pour continuer là, sur l'histoire du Bordeaux bashing, moi, ce que j'ai vu, c'est que Bordeaux, malgré ce qu'on en dit, est une région qui est pas en retard du tout. Je pense qu'elle a pâti beaucoup de son image, parce que l'image de Bordeaux, ce sont les grands crus, ce sont les prix. Les prix qui ont atteint des valeurs stratosphériques et qui, en fait, ont donné toute l'image à Bordeaux, alors que la plupart des vins de Bordeaux sont pas chers. Ils sont très bons. Voilà. Bordeaux a su construire un truc que personne n'a su faire dans le monde. Hein. L'Union des grands crus classés, là, c'est une machine de guerre. C'était une machine de guerre. Le problème, c'est que je pense que du coup, ça a donné un tel coup de notoriété à tous ces crus qui faisaient partie de cette région que, évidemment, ils se sont vendus cher et ils se sont coupés d'une partie de la clientèle. Et moi, quand je rentre à Bordeaux et que je vais dans les restaurants et que je vois dans des restaurants qu'il n'y a plus de Bordeaux à la carte des vins, alors, c'est intéressant, je discute avec les sommeliers, je discute avec les gens, et ils me répondent tout simplement qu'il faut goûter les vins qu'on leur a fait goûter. Voilà. Et donc, quand ils vont dans les grands crus qu'on ne les reçoit pas, ils mettent pas le vin à la carte, tout simplement. Et ça, je pense que ça a été quelque chose qui a desservi beaucoup Bordeaux. Pas la qualité des vins. Les vins sont très très bons. Il y a beaucoup de vins très bons à Bordeaux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'effectivement, il y a une image à changer. Et je pense que la génération qui arrive et qui veut travailler. Je vois que Voilà. Philippe, Philippe, tu es revenu? Oui. Bon, enfin voilà, c'était un petit commentaire là-dessus. Après, sur ce que disait Maëlys et tout ça, évidemment que des grands vins, il y en a partout dans le monde. Et puis après, c'est du marketing, c'est du commerce, c'est de la distribution. Le modèle de Bordeaux, il existe nulle part ailleurs. Ça existe nulle part. Je ne connais pas un seul endroit dans le monde où on vend les verres en passant par des courtiers et par la place. Ça n'existe pas.
Voilà. Bon, cela dit, ça a fonctionné à Bordeaux. Et je pense que parce qu'il y avait des professionnels qui étaient très, très compétents pour vendre le vin et des professionnels qui étaient compétents pour le faire. Voilà. Bon, après, ça a peut-être une limite parce que les prix, à un moment donné, deviennent un frein. Voilà. Mais Cécile, qui est spécialiste du commerce, va certainement nous en parler mieux que moi. On va peut-être conclure. Il y a Cécile qui doit y aller aussi. Ouais, moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir accueilli avec vous. Les étudiants, on est là pour vous. C'est super et c'est fondamental. Moi, je vais vous donner toute l'énergie nécessaire. Ne lâchez pas, c'est super important. Vous êtes en train de vous construire. Si vous avez des rêves, il faut les réaliser. La vie, elle est beaucoup trop courte. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Et suivez votre instinct et vous verrez, ça se passera très bien. Donc, utilisez vraiment l'association comme pied, vraiment pour échanger avec différentes personnes en fait, dans le monde de l'œnologie. Et puis, utilisez les plateformes aussi en ligne. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour vous. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Lâchez pas, c'est vraiment important. C'est compliqué en ce moment, mais ça vaut vraiment la peine. Et c'est le domaine dans lequel on évolue. C'est un domaine avant tout humain. Et puis, qu'on aille partout dans le monde, chez nous, avec notre famille, nos amis, on met une bouteille au milieu de la table. Et puis, même si on ne parle pas la langue, on partage des moments, là, des vrais moments d'humanité. Donc, prenez tous soin de vous. Et puis j'espère que ça vous aura servi. À bientôt. Au revoir. Donc, effectivement, là, ça fait déjà 1h30 là qu'on discute sur ces sujets, donc l'expatriation, les expériences à l'étranger, les différences. On va sûrement pas tarder à conclure parce qu'après tout le monde va avoir ses activités et on a déjà pas mal dépassé le temps qui était prévu. Néanmoins, avant peut-être de conclure, de couper, moi je fais un dernier appel à tous les étudiants. Si là il y a des questions de dernière minute ou si vous voulez qu'on réponde on peut faire une dernière série de réponses aux questions. Donc faites-les pleuvoir maintenant, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'avais peut-être juste, en attendant que peut-être les questions arrivent, j'avais une question à vous soumettre. S'il y a peut-être un sujet sur lequel justement le nouveau monde ou les nouveaux producteurs sont en avance, c'est sûrement un petit peu le commerce et le marketing et notamment les modes de consommation et le packaging. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez pu repérer d'intéressant et qui n'est pas forcément fait en France ou dans les anciens pays producteurs? Alors, quand moi, l'exemple là qui me vient en premier, c'est peut-être la capsule à vis, mais il y en a d'autres. Voilà, est-ce que vous avez des petits retours ou des choses que vous avez vues à l'étranger qui seraient intéressantes à mettre en place ou qui sont déjà en train d'arriver? Alors, donc, chez Avignonesi, on travaille depuis 2-3 ans avec des containers assez différents, surtout pour l'Europe du Nord, donc Finlande, Norvège et tout ça. Il y a des pouches. Ça fait 2 ans qu'on fait quelques pouches. Et puis, c'est toujours pour des projets privés en private label. Donc, c'est comme, je pense qu'en français, on dit vente en vrac, non? Et enfin, on fait un petit projet avec un privé qui veut l'acheter un peu de vin et puis mettre son visage. Et puis, cette année, on a commencé aussi à produire un petit peu de bagging box. Voilà. Donc, se moderniser aussi un peu avec les situations contemporaines. Voilà. Mais bon, ça reste toujours des petits volumes, mais c'est nouveau pour nous. C'est très intéressant. Moi, je parle de mon expérience. Quand j'étais en Australie, moi, j'avais été très surpris par la proportion des vins qui étaient en capsule à vis, par exemple. Alors, je pense qu'en France, il doit y avoir pas plus de 5% des vins qui sont en capsule à vis. Et je pense qu'en Australie, on doit être à peu près à 98% de vins qui ont une capsule à vis. C'est même des vins qui étaient à plus de $50 ou $100 la bouteille.
Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait assez surpris et à l'époque, quand j'avais demandé pourquoi, c'est expliqué que les vins se conservaient mieux, mais c'est surtout qu'ils n'arrivaient pas à se fournir en bouchons de qualité, donc ils préféraient mettre des capsules qui étaient beaucoup plus fiables techniquement et où ils avaient un niveau de maîtrise bien plus important. Et c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu surpris à l'époque et de plus en plus, je trouve que par exemple, ce mode d'obturation, je le trouve de plus en plus efficace et intéressant. Oui, je te rejoins là-dessus, Jimmy. Moi, je me souviens de moments assez, de solitude extrême en Nouvelle-Zélande où il était impossible de trouver un tire-bouchon dans des tiroirs de certaines maisons. Impossible, puisque tous les vins là-bas sont en capsule à vis. Donc, ayant ramené quelques bouteilles françaises, j'étais un peu, en manque de tire-bouchon. Donc, pour dire que oui, la capsule à vis, elle est bien plus démocratisée en France. Alors après, voilà, c'est encore un autre débat sur les vins de garde ou non, Liège ou pas. Et c'est un fait. La capsule à vis ne fait absolument pas peur, en tout cas comme on peut l'avoir nous en tant que Français ailleurs. Ah ben c'est une question de culture, hein, la capsule. Avant tout, moi techniquement, c'est sûr que si je pouvais mettre beaucoup de vin obturer des vins avec des capsules, ça serait beaucoup plus simple. Malheureusement, les gens qui achètent dans les pays d'Europe, pour eux, capsule égale vin de moyenne de gamme ou bas de gamme. Voilà, donc c'est comme ça fait partie de la culture. Voilà, et donc il faut expliquer. Il faut expliquer. Bon, après, c'est vrai que quand on ouvre une belle bouteille avec un beau bouchon, c'est quand même un peu plus sexy que la capsule. Hein. Mais bon, cela dit, c'est vraiment pour moi une question de culture. En Argentine, ils ne voulaient pas mettre de capsule parce qu'il y a cette culture du bouchon. Et c'est pareil, et pourtant, Dieu sait si on est embêté, justement, pour arriver à trouver des bouchons de qualité ou sans défaut, c'est pas toujours simple, ça coûte cher, et effectivement, c'est pas reproductible d'une bouteille à l'autre, donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas trop de questions. Je pense que les élèves sont un peu timides là en fin de session, mais il y a eu quand même pas mal de participation sur les sondages, notamment où on a quand même une grande majorité des gens qui ont participé. Bon, là, on a un peu perdu tout le monde. Il y a un peu plus d'absents, mais on va quand même les remercier pour leur participation. Tu as le micro coupé, Jimmy. Oui. Bon, je vais. Oui, tu conclus peut-être. Je ne sais pas si c'est. Oui, je vais conclure parce que là, je pense que oui, c'est le temps. On a déjà pris pas mal de temps et on va libérer tout le monde. Alors moi déjà, je voulais vous remercier les intervenants pour ces échanges vraiment de très bonne qualité. Je pense qu'on a pu parler de beaucoup de sujets et j'espère qu'on a pu amener beaucoup d'éléments de réflexion et de réponse aux étudiants. Je remercie aussi donc tous les étudiants qui étaient présents et qui étaient très nombreux et on est très heureux que vous soyez venus, que vous ayez participé. Et pour conclure cette soirée, je voudrais dire que là, ce qu'on vient de faire ce soir, c'est quand même quelque chose d'assez inédit au niveau de l'association. C'est la première fois où sur un événement en visioconférence, on arrive à réunir en fait des gens qui sont dans des villes, mais aussi dans des continents différents. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça, il faut s'en satisfaire et se dire que voilà, le Covid qui nous empêche de nous rencontrer en présentiel, et normalement c'est la vocation de l'association, c'est faire des rencontres en présentiel, venir vous voir. Mais on ne peut pas le faire actuellement, donc on trouve des méthodes, on se sert des technologies qui existent. Mais finalement, ça nous permet aussi de réaliser des événements audacieux et de réunir des gens qui n'auraient pas forcément pu être là sans ce système de visio. Donc voilà, ça sera la petite note de fin et peut-être note d'espoir. Merci à tous en tout cas. Et puis bon, je pense que vous devez avoir mon contact si je peux être utile à quelques étudiants qui cherchent des informations sur l'Amérique du Sud ou sur d'autres pays, qu'ils me contactent. Il y a aucun souci, je serais ravi de pouvoir leur répondre, les aider si c'est possible. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci, Au revoir. merci Philippe, merci Au à revoir, tous. Brigitte, oui, si tu veux. Donc, c'était juste pour remercier de nouveau cette invitation. Je suis très contente d'avoir participé. Et puis, j'ai laissé aussi mon email si jamais il y a quelqu'un encore qui cherche son stage DNO BSA. On a encore un poste pour cette année, donc n'hésitez pas. Et puis, je suis aussi disponible sur ce mail si vous avez des questions. Parfois, on ne sait pas comment préparer peut-être notre CV pour l'étranger. Moi, je suis toujours très disponible à aider si vous avez ce genre de questions. Voilà. Donc, merci beaucoup. À mon tour de vous remercier. Merci Jimmy, merci à l'association d'avoir organisé cette première Renault-session. C'est une chance pour vous les étudiants. N'hésitez pas également à me contacter si besoin. Je peux aussi vous proposer un stage pour les vinifications à venir, donc n'hésitez pas. La Savoie, c'est super, et puis en été, c'est encore mieux, donc n'hésitez pas. Bon courage à vous, lâchez rien, comme Cécile l'a dit souvent, et voilà, bonne chance dans vos études à tous. Merci et à bientôt, au revoir.